Aujourd'hui, on vous parle d'Aldebaran Duel. Hello! Hello! Bienvenue dans ce Bûcher au Laurier où on va vous parler de ce jeu à 2 joueurs. C'est Cédric. Et Laurent. Alors, les mensurations. C'est un jeu solo ou 2 joueurs. Donc c'est un jeu à 2 joueurs mais avec une version solo. C'est du 12+, pour des parties de 60 à 90 minutes. Le designer de ce petit jeu est Vladimir Suchy. On le connaît? Bah, moi en tout cas oui, personnellement. Il nous a fait l'excellent Underwater Cities. Voilà. Oui. Le très bon Woodcraft. Moi j'aime beaucoup Woodcraft. Je sais bien qu'on n'est pas beaucoup, là sur le coup. Ouais, il nous a fait Pulsar déjà dans les chiffres de 12-40. Je préfère le sushi de Pulsar et Chipyard. 12-49, il nous a fait Chipyard qu'il a réédité ici à Essen pour sortir Essen, donc deuxième édition que je n'ai pas encore joué et qui me tarte d'essayer de jouer. C'est sans doute son meilleur jeu. Après, il a des jeux un peu dispensables. Ah non, oh, non, il y a des Praga. Il y a Praga. Praga, moi j'aime bien Praga. Oui, j'aime bien Praga. Dans les plus anciens, il y a des Last Will, il y a des... Il y a Messina 1347. Celui-là... celui-là, il vaut mieux laisser. Je l'avais joué, c'était bien, mais le downtime était... Vous tirez une balle, quoi. Mais en solo, c'était purge en plus. Il en a fait un autre. Il zéro intérêt, celui-là. C'est probablement un de ses plus mauvais. Prodigal Clubs. Ouais, ça part avec Last Will. Ouais. Voilà, bref. Au niveau des illustrations, c'est Joseph Bart Murko, qui est pas crédité. Non, mais quand tu regardes les vaisseaux, etc. Oui, c'est pas... Oui, j'arrive à me demander s'il n'était pas... Peut-être qu'il n'aimerait pas dans le jeu de société, mais ça a quand même l'air d'être un illustrateur. C'est joli. Maison d'édition toute particulière, c'est chez Dinotoy. C'est une maison d'édition tchèque. Donc les locaux pour Vladimir. Comme Delicious. Hein. Comme Delicious. Que je ne connaissais pas et qui avait un stand ASN 100% féminin. Ça se signale. C'était très chouette. Ouais. Ça. Et très sympa surtout, en dehors de ça. C'est ça, et très sympa. Vraiment très sympa. Le pitch, ça c'est pour toi, j'aime beaucoup. Je n'ai même pas lu. Chaque fois tu me fais la même truc et chaque fois je me fais avoir. On est des leaders d'une flotte de vaisseaux, on essaie de conquérir et de dominer autant de systèmes planétaires qu'on peut. En gros, on découvre des planètes, on envoie des vaisseaux. Voilà, en gros, on pose des cartes. On prend des cartes, on pose des cartes. Et on marque des points, on monte sur des pistes. Plus de points à la fin, gagne. Le survol des règles. C'est un jeu à base de cartes, donc essentiellement. On va pratiquement tout faire avec les cartes. Des cartes qui sont multi-usages, qui peuvent servir comme des ressources, qui peuvent servir pour construire certaines choses, qui peuvent servir à monter toute une série de pistes de production, mais aussi de points de victoire, enfin des pistes qui sont... Il y en a quelques-unes vraiment et il y en a beaucoup qui servent de façon totalement différente. Donc l'anatomie d'une carte, qu'est-ce qu'on va retrouver sur une carte? Bien simplement son coup de pose, ce qu'elle va générer, le type de carte que c'est. Donc juste une monnaie aussi. Hein. Oui, vraiment on peut... Contrairement à Race for the Galaxy, on peut dépenser défausser n'importe quelle carte. Ici, elles ont une spécificité. Une ressource, une monnaie pour pouvoir poser d'autres cartes. Ça, vous allez faire ça en 3 âges. Qui est ici. Donc la fin d'un âge sera quand les 2 joueurs ont passé, simplement. Et donc il y aura des scorings intermédiaires, il y aura aussi un scoring de fin qui va être défini ici, plus des points un peu partout. La majeure partie des points se fait en fin de partie, bien que ça dépend si vous êtes monté sur une piste qui vous donne des points de victoire, où là vous allez scorer à chaque fois au scoring intermédiaire, qui peut frapper assez fort si vous avez mis un combo en place, parce que c'est un jeu à combo. Donc vous allez falloir faire comboter un maximum de vos cartes. Et puis, il y a une piste qui est une production en fait, de points de victoire. Ouais. Donc à chaque fin de round, enfin à chaque fin d'époque, on va scorer cette piste. Là où je me suis bien vautré d'ailleurs. Ouais, et donc au bout de ces 3 heures, vous ferez un scoring final avec toutes les cartes que vous avez posées devant vous, et celui qui aura le plus de points de victoire gagnera la partie. C'est extrêmement original. Voilà, donc qu'est-ce que j'aurais oublié dans un survol de règles? Bon, on va en parler dans les fiches, je pense. Hein. Ce petit plateau ici n'a pas vraiment expliqué, mais... Non, parce que je le gardais pour les pistes. Ce qu'il faut retenir, c'est que on pose des cartes, donc en payant avec d'autres cartes, pour monter sur des pistes
qui vont nous permettre de payer les cartes suivantes que l'on va poser moins cher. Un peu à la Splendor en fait. Oui, c'est ça, c'est une espèce de moteur comme ça qui se développe, avec évidemment à chaque air les cartes sont de plus en plus puissantes, mais aussi de plus en plus chères à poser. Vraiment comme Splendor, c'est voilà, donc ces pistes sont principalement à ça, mais les pistes aussi permettent à la fin de scorer en fonction de notre position. Si on est plus avancé que l'autre, on va scorer en fonction de conditions qui sont là. En fin de partie. Celui qui est derrière ne scorera pas cette huile, donc il y a un double bénéfice de monter sur ces pistes. Et en plus, il y a 3 pistes additionnelles qui sont un peu particulières, qui vont interférer sur le petit plateau qui est là, avec un espèce de tir à la corde pour des points supplémentaires. C'est pas mal foutu. Ça, on le développera. Surtout dans les twists, hein, à mon avis. Oui, c'est ça. S'il y a un twist, c'est celui-là. Bah, justement, allons-y. Le twist. Les twists. Bah, vas-y. C'est clairement cette piste-là. Ouais, voilà, ce plateau-là, en fait. On peut pas dire que le fait de défausser une carte, une carte sert de monnaie pour poser d'autres cartes, ça c'est déjà vu et revu. Hein, Rescue de Galaxy, notamment, qui faisait ça très bien. Non, là, s'il y a un twist, on va dire, en dehors des cartes qui sont vraiment multi-usages à différents niveaux, c'est vraiment ce petit plateau. Et donc, en fonction de la position sur la piste militaire, commerciale et diplomatique, on va déplacer en fait ce petit curseur ici. Donc, c'est comme un jeu de tir à la corde, si ce n'est qu'ici, il se joue dans 2 dimensions. Voilà, donc le militaire, comme vous voyez, est en orange, va permettre de monter vers un joueur ou vers l'autre, donc vers joueur bleu ou vers joueur rouge. Et la piste verte, donc la piste commerciale, va faire monter à droite ou à gauche. On monte évidemment la différence entre les deux positions sur la piste. Donc s'il y en a un par exemple qui est à 4 et l'autre qui est à 2, ben, on déplace le curseur de 2 dans cette position-là. Donc 2 en commercial par exemple, 2 en militaire par exemple, et 2 en commercial mais plutôt pour rouge, ben, on va se retrouver comme ça dans un quartile. Et là dans ce quartile on va marquer les points qui correspondent ici. Donc ici en l'occurrence, puisque ça c'est le camp de bleu, entre guillemets tout est bleu, ici c'est le camp de rouge, tout est rouge, ces deux-là sont intermédiaires, donc les deux vont scorer une partie. Donc comme on le voit ici, bleu va scorer des points de victoire directement ici, tandis que rouge va plutôt scorer en fonction du nombre de planètes, on ne l'a pas expliqué, mais on peut poser des cartes en tant que planète, en fonction du nombre de planètes qu'il a exploré. Voilà, donc ça c'est le twist avec ce petit curseur qui va se déplacer d'un côté ou de l'autre, et en fonction de sa position et de plus il est dans le camp d'un autre, plus ici bleu par exemple scorerait beaucoup, en fait rouge ne scorerait rien dans ce cas-là, même chose à l'inverse. Tandis qu'ici, on balance un peu des deux côtés en fonction. Ici, c'est plutôt bleu marquerait plutôt du militaire et rouge de l'exploration. Ici, l'inverse, rouge marquerait plutôt du militaire et bleu de l'exploration. Voilà, c'est un petit twist. Et évidemment, ça se fait une fois par manche, donc on fait ça 3 fois. Et le curseur reste là où il est. Donc si à un certain moment au début du jeu, dans la première manche, on a vraiment laissé partir l'autre complètement dans son camp, ça ne va pas nécessairement être facile de revenir. Il faut faire très attention à ça. C'est ce qui est arrivé dans notre partie, donc j'avais pris le lead sur un côté, tu avais pris le lead de l'autre côté. On était ici, on était là, et c'est resté comme ça. C'est resté comme ça, si ce n'est qu'il est un petit peu sorti par là et un petit peu sorti par là, puisque quand on sort, quand il devrait sortir du plateau, on score 2 points directement par sortie de plateau. Voilà. Bon, en dehors de ça, le reste... Ouais, le reste est ultra classique. Voilà, il y a des icônes, on va gagner des jetons comme ça qui seront des multiplicateurs par rapport aux icônes qu'on a sur les cartes. Combo. Voilà, combo. Ouais, combo, c'est assez classique, c'est pas mal fait, ça se tient. Ouais. Voilà. Donc cette mécanique un peu de Splendor, hein, on n'est pas sur les mêmes complexités, hein, loin de là, mais c'est là, c'est que vous allez augmenter... Au Ressources de Galaxie. Hein, oui, aussi. Vous allez augmenter dans vos pistes et ça va vous donner des réductions. Ça va vous donner des réductions pour poser les cartes un peu plus facilement. C'est clairement pas à négliger parce qu'on a une main capée à 7 cartes, toujours au maximum, on ne peut pas monter au-dessus. Et donc, à un moment donné, en 3e manche, il va vous falloir quelques ressources pour les poser, à peu près une dizaine. Donc, vous avez vraiment intérêt à être monté dans vos pistes là parce que sinon, vous galérez clairement parce que les tours sont un peu longs parce que vous allez devoir monter votre main à 7 cartes pour poser une carte. Vous allez devoir en déposer 6 parce que vous n'avez pas les ressources, donc voilà, donc faire très attention à ce genre de choses. Il ne faut vraiment pas laisser partir l'autre d'un côté ou de l'autre, il faut toujours essayer de se maintenir, parce que s'il y en a un qui part dans un sens ou dans l'autre, ça va être difficile de le rattraper.
Au niveau d'un twist, c'est pas particulier, hein, parce qu'on a déjà vu ça. Donc si on peut encore prendre un paramètre, on pourra le prendre à Seven Wonders avec Leaders, par exemple. On va jouer une tuile technologie au début de chaque âge. Et ces tuiles technologie, ici, donc bien entendu, auront un coût. Il faudra avoir prévu ce genre de choses, parce que ça se paye en science, justement. Ces tuiles technologie vont vous apporter une voie peut-être, hein, parce que ça va vous donner soit des réductions pour poser les cartes, mais surtout peut-être des points de victoire quand vous posez tel type d'icône de carte. Ouais, c'est soit du one-shot, soit du rule breaker permanent jusqu'à la fin de la partie. Et donc c'est assez important parce que c'est drivant, vraiment. Parce et ça se draft en début de partie. D'ailleurs, c'est là que je pense que j'ai fait l'erreur dans la partie, c'est que j'ai laissé Cédric prendre deux tuiles de production de points directement. J'aurais dû en garder une, hein, clairement, parce que évidemment lui, moi le fait que moi j'en avais pas, je pensais que j'allais pouvoir monter sur cette piste de production de points sur les cartes. Il n'y en a pas beaucoup, donc c'est ce genre de tuile qui permet de dire quand je pose tel type de carte, je monte en même temps sur la piste de production. C'est important, et c'est là que Cédric m'a mis. On a fini avec 10 points d'écart. Bon, c'est pas énorme, puisque c'était sur 116, 106, 116, quelque chose. C'est ça. 120, 130. 136, 126. C'est ça, 136, 126. Donc c'est pas énorme, mais voilà. Si les points ont été perdus, c'est clairement parce que j'ai mal drafté en début de partie, sans savoir où j'allais, évidemment. Ouais, donc vraiment deux twists particuliers, c'est ce petit plateau là qui va faire scorer de façon totalement différente, mais alors aussi ces tuiles qui ne sont pas un twist original. On ne peut pas parler de twist. Hein. Mais c'est un axe du jeu, je pense, qui est quand même assez bien, parce qu'il drive vraiment, en tout cas moi, la première tuile que j'ai posée, j'ai vraiment axé là-dessus, j'ai joué moi ma stratégie. C'est sûr qu'il faut voir ça comme un... vers où on va se diriger dans la partie, et ça se draft dès le départ. Maintenant on parle des twists. Autant ça c'est original, parce que c'est un tir à la corde en 2 dimensions. Ouais. Ça c'est pas courant, en général c'est dans une seule dimension. Mais en dehors de ça, le reste c'est du vu à vu, mais peut-être pas agencé de la même façon et peut-être pas dans le même jeu. Voilà. La rejouabilité, donc pour moi il y a une belle rejouabilité parce qu'on se retrouve avec quelques tuiles. Il y en a 16 dans le jeu. Et il y en aura 10 en jeu. 10 en jeu à chaque partie. Voilà. Sinon, il va y avoir énormément de variables. Les objectifs qui vont donner aussi de la rejouabilité parce que ça ne va pas scorer de la même façon sur tel ou tel paramètre. Donc, la rejouabilité est là, même si elle n'est pas énorme. Il va y avoir, bien entendu, énormément de variabilité parce qu'il y a pas mal de cartes, sauf qu'on n'est pas à l'excès. On aurait pu avoir 30 cartes de plus dans chaque paquet et en retirer 30 au début du jeu, par exemple, pour donner un peu plus de chance. Maintenant, ça affaiblirait, ça affecterait certainement un problème d'équilibrage, avec plus de planètes, moins de planètes, et ce genre de choses. Peut-être. Maintenant, c'est aussi une porte ouverte si jamais le jeu fonctionnait bien. Oui, de toute façon, les jeux à cartes... c'est facile à faire. C'est un jeu de cartes avec plateau, mais c'est un jeu de cartes avant tout. Ouais. Oui, clairement. Oui. Jeu de cartes, 100%. Ouais. Poids et cible, 2,67 sur BGG. La cible, initiée, hein, on n'est pas dans l'expert. On n'est pas dans l'expert, on n'est pas dans des... On n'est pas dans du familial non plus, enfin ça dépend à quel niveau on joue. Hein. Je pense qu'on peut jouer quasi avec n'importe qui, maintenant bien jouer avec quelqu'un. C'est du combo, mettez vos moteurs en place. Ouais, c'est ça. Je veux dire, quelqu'un qui a un petit peu d'expérience dans le jeu de société, évidemment. Moi, je pense que Philippon pourrait nous faire très très mal à ce jeu-là. Comme à beaucoup de jeux. Ouais, enfin encore plus celui-ci. Au niveau du matériel, donc le matériel est de bonne facture sans être totalement exceptionnel, mais par contre, où ça souligne, c'est le prix du jeu. On a une petite trentaine d'euros pour un jeu, il n'y a pas 10 000 tonnes de matériel dedans. La seule chose que je reprocherais, c'est en fait, ils ont fait une boîte format standard, carré. Je pense simplement pour ce plateau-ci qui est double couche, c'est louable, hein, puisque on a des cubes et au moins il ne bouge pas. Maintenant, je pense que c'est pour cette raison qu'ils ont choisi ce format de boîte, parce qu'on aurait pu avoir un format à la Race for the Galaxy, un format où tu parles de Splendor, de Splendor. Ça suffit avec une boîte avec un tir en moins. Ça suffit amplement, ouais. Pour moi, elle prend un peu trop de place par rapport à ce qu'il y a dedans, surtout qu'en plus, quand tu l'ouvres, il y a un serre en carton, il y a une bande au milieu comme ça pour mettre le matos, et tout le reste,
C'est du vent. Maintenant, que ce soit une boîte rectangulaire ou une boîte carrée, ça prendra le même emplacement dans votre... Ah, pas chez moi. Pas chez toi, Pas chez, pas chez moi. Ok, bah chez moi, oui. Par contre, si un jour il y avait des extensions, je doute parce que je suis pas sûr qu'il y ait eu un succès. C'est assez confidentiel, effectivement. Par contre, on pourrait évidemment facilement ranger les extensions dedans. Nous, en tout cas, on y a été parce que, enfin, moi j'y ai été, donc j'en ai pris en boutique et tout, parce que, sur le nom de l'auteur, hein, tout simplement, parce qu'il avait 3 sorties. Oui, quand tu le vois comme ça, c'est un signe, t'as envie de voir de quoi il retourne. Hein. Bien sûr. Donc on peut directement passer sur nos avis, peut-être, là, comme ça. J'ai beaucoup aimé, j'ai trouvé ça très très plaisant. C'est clairement pas le jeu du siècle, ça c'est sûr. Pas beaucoup de jeux du siècle. Non, heureusement, c'est pour ça que ça s'appelle le jeu du siècle. Oui, c'est ça, clairement pas. C'est quelque chose où moi, Suchi est un de mes auteurs préférés, même s'il me déçoit assez souvent, malgré tout. C'est fou, c'est parce qu'il a fait un jeu qui a plu à beaucoup de gens, et je ne trouve pas être un grand jeu. Underwater, ça fait pas un grand auteur. Chacun a son avis. Voilà, il est certain qu'il est derrière Feld dans mon cœur, ça c'est sûr. Maintenant, à chaque fois que j'ai eu un jeu de lui, déjà je l'appréhende de façon positive. Mais moi j'ai beaucoup aimé Woodcraft, j'ai beaucoup aimé Praga. Voilà, j'ai beaucoup aimé Pulsar aussi. Après les autres, j'ai pas encore tout joué. J'aimerais bien jouer Chipyard, la suite et Prodigal Club. Mais voilà, donc ici, ça m'a bien plu. Pas au niveau d'Underwater Cities me concernant, c'est un avis personnel. J'ai pas spécialement vu de gros déséquilibres dans le jeu, donc il va falloir construire des cartes, tout est important, monter les pistes de production est super important, faire très attention à ces pistes-là, c'est important, donc tous les paramètres sont importants. Surtout pas laisser partir l'autre d'un côté ou de l'autre. Comme dans un jeu de cartes tel des Terraforming Mars ou d'Underwater Cities, on peut continuer avec lui. On a un peu le nez dans ces cartes et on ne regarde pas assez ce que fait l'autre. Pourtant, il faut bien regarder ce que fait l'autre. Parce que ce genre de choses, ici, il lui a fait très très mal et donc il aurait peut-être dû faire moi, je reste persuadé que j'ai perdu sur le draft. Faire du contre sur les cartes qui sont passées, parce que les cartes sont multi-usages, donc même si on prend une carte qui nous intéresse pas spécialement, on pourra la défausser comme ressource, tout simplement. On prend des cartes comme ressource d'ailleurs. Oui, clairement. Non, mais si c'est pas cette carte-là que tu vas choisir, peut-être la retirer parce que pour moi elle va bien et tu la défausseras comme ressource, peu importe. C'est un jeu, c'est sûr, c'est un affrontement, c'est deux joueurs où on gagne aussi en empêchant l'adversaire de faire ce qu'il veut, clairement. Voilà, donc c'est pas très complexe, clairement pas. Une fois que vous avez assimilé l'iconographie qui n'est pas conséquente dans ce jeu-là. Non, c'est plutôt le fait qu'il y a des cartes de différents types qui sont toutes multi-usages, mais elles sont de différents types. Et ça saute pas nécessairement aux yeux tout de suite. En fait, c'est une petite icône qui va différencier. Et quand c'est dans le marché de cartes, c'est un peu noyé. Il faut bien regarder, quoi. C'est un peu noyé. Ça me fatigue un peu. C'est clairement un peu noyé. Donc, je n'ai pas grand-chose de négatif à dire sur le fait qu'il me semble bien équilibré. C'est pas révolutionnaire. On a déjà vu ça plein de fois. C'est plaisant. C'est très chouette. Donc, je sais pas. Je suis un peu sur le même principe. Moi, c'est pas tellement mon style de jeu. Je trouve ça toujours un peu laborieux de regarder les icônes pour pouvoir savoir combien d'icônes pour pouvoir jouer cette carte-là. Mais j'ai une réduction d'autant parce que j'ai une carte science qui me dit que parce que là, je suis sur la piste de production à autant de niveau, donc ça fait ça. Donc là, je peux la jouer. Mais si je vais chercher cette carte. C'est le truc. Ouais, effectivement, on pourrait passer à côté d'une réduction. Oui, c'est ça. Et parce qu'on se retrouve on fait des erreurs. Et moi, à un certain moment, ça me plaît. Et finalement, il y a 3 époques, mais la seule différence, c'est que les cartes sont plus puissantes et elles souvent sont plus chères. Mais finalement, on fait 3 fois exactement la même chose. Non, là, heureusement, ça dure, c'est une demi-heure par joueur. Ici, on a peut-être un peu plus long parce que c'était... Première partie, on est resté, je pense qu'on a fait une partie d'1h15. Donc, voilà, c'est ça. Heureusement, c'est pas trop long, donc c'est pas trop gênant. Voilà. Maintenant, voilà, j'ai joué, je me suis bien amusé. Voilà, mais... Il fallait pas de 4e manche. Il fallait pas de 4e manche, et si je joue plus jamais, j'y joue plus jamais, c'est pas très grave. Moi, personnellement, je vais le conserver, parce que j'aimerais bien voir ce que le solo a dans le ventre.
C'est quelque chose que j'aime beaucoup. Maintenant, je n'en ferai certainement pas 500 parties, ce qui est un peu le cas de tous mes jeux de toute façon. Par contre, là, on en discutait avant, tu disais que son problème c'était que c'était un 2 joueurs. Moi je trouve au contraire c'est sa qualité que ce soit justement juste un 2 joueurs, puisque c'est relativement facile à sortir et que c'est relativement, comment je veux dire, retenu en termes de durée. Donc pour moi c'est facile. Hein. T'as 1 heure, on est 2, on ne sait pas quoi jouer. On a un bon milieu de... Voilà. Oui, c'est pas mal, on n'en sort pas fatigué. C'est facile à sortir avec quasi n'importe qui, et on a quand même un degré de réflexion qui est quand même intéressant. Donc, moi, quand je dis que c'est pas quelque chose que j'ai envie de revenir, parce que voilà, je l'ai exploré, je pense pas que je ferai beaucoup mieux et je ferai un meilleur draft que ce que j'ai fait. Le reste, voilà, c'est agréable, je peux le recommander il y a beaucoup de gens, je pense, qui apprécieront, tous les fans de race et ce genre de jeu. Moi, je pense que je vais m'arrêter là. Ah oui, je pense aussi. C'est pour ça que je disais que le fait que ce soit un 2 joueurs pourrait être problématique pour moi, parce que en 2 joueurs, je ne joue pratiquement qu'avec toi. Et j'ai bien compris que toi, tu l'avais joué sans être déçu, tu ne le jouerais peut-être plus. Non, mais c'est marrant, parce que c'est vrai que je peux te dire qu'il correspond exactement à ce que j'attendais. Ni plus, ni moins. Voilà. On n'a pas l'effet waouh, hein, ça c'est clair. Bah, encore une fois, est-ce qu'on a encore souvent l'effet waouh? On joue à tellement de jeux. Ouais, c'est ça. L'effet waouh, c'est quand même très rare. Ouais, c'est clairement ça. Rare. Ben voilà, rien de bien négatif, c'est du positif sans être exceptionnel. Ouais. Et donc pour le prix, je trouve que ça fait le taf largement, ouais, tout à fait. Parce qu'il n'est pas trop cher. Bûcher-Laurier. Bon, je vois pas encore, comme je dis souvent, je vois pas pourquoi ou comment on pourrait légitimer un bûcher là-dessus. Non, je pense que il n'y a rien qui fonctionne pas, il n'y a rien qui est déplaisant. Voilà. Ouais, c'est un laurier, c'est pas un laurier exceptionnel. Voilà, c'est ça. Ce sera un laurier. Oui, voilà. Moi, milieu de gamme, on va dire. Oui, c'est ça. Ce sera des lauriers en plastique, mais ce seront des lauriers. C'est ça. Il ne sera pas doré à leur fin, comme doré à leur fin, selon l'expression. Comme a dit Romain. Voilà, c'était plaisant, c'était le débat duel. À bientôt. À bientôt. Salut. Salut.